Salam alaikum, Azul, bonsoir. Beji Gaïd Sebsi, président de la République tunisienne, est mort ce matin, Rabbi Rahmou. Il avait 92 ans. Politicien de haut vol, au parcours remarquable, il était diversement apprécié dans son pays. Pour certains, il était un personnage emblématique de l'Ancien Régime, une sorte de cheval de Troie des bénalistes. Pour d'autres, il fut celui qui incarne le juste milieu des mouvances politiques et le plus sûr garant des caractéristiques séculières de la société tunisienne. Mais quoi qu'on en dise, quoi qu'on puisse dire de lui, il fut l'un des artisans de la réussite transitionnelle tunisienne, à plus forte raison que les élections présidentielles qu'il remporta furent réellement démocratiques, même si ses adversaires avaient soutenu que lui et ses alliés naturels, qui nicheraient dans les plis du bénalisme, n'étaient ni démocratiques ni sincères. Mais cela relève de l'exercice ordinaire de la démocratie. Et Dieu merci, la Tunisie est et reste encore le seul pays des printemps des peuples qui a su franchir tous les écueils qui ont été dressés sur sa route. Et le meilleur argument en est que le président Beji Gaïd Sebsi, Rabbi Rahmou, avait publiquement renoncé à se représenter pour les prochaines élections présidentielles qui doivent se tenir bientôt. Il sera sorti par la grande porte. Pour de nombreux Tunisiens qui gardent un souvenir chaleureux du président Habib Bourguiba, Beji Gaïd Sebsi est le digne héritier de son illustre prédécesseur. Pour d'autres Tunisiens, non moins nombreux, l'appréciation est autrement plus nuancée. Dans tous les cas, il fut un fin tacticien, un politicien d'une redoutable efficacité où les états d'âme mièvres n'ont pas droit de citer. Dans l'émission d'aujourd'hui, le décès du président tunisien sera pour nous l'occasion de comparer le parcours démocratique tunisien à celui souhaité par les Algériens, où malgré un formidable sursaut de la société algérienne et une mobilisation pour un état de droit jamais observé jusque-là, le régime s'obstine à ne pas restituer le pouvoir au peuple, allant jusqu'à dénier aux aspirations populaires, jusqu'à la notion même de transition. La comparaison entre les deux régimes, entre celui qui tient encore l'Algérie et celui de Ben Ali, est intéressante à plus d'un titre, en ce sens qu'en Tunisie, la révolution a entraîné des bouleversements radicaux. Tandis qu'en Algérie, le régime continue de s'arc-bouter, de procéder à des changements cosmétiques et à s'obstiner dans la contre-révolution et la subversion, les seules réponses qu'il a pu apporter jusque-là. Tunisie en deuil, Algérie en gestation. Nous allons donc en parler avec deux invités tunisiens qui sont avec nous. Samir Abdallah, ex-ambassadeur et avocat. Rida Kazdari, chercheur en communication. J'aimerais qu'on vérifie le nom pour ne pas nous tromper. J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans le nom. Ici avec moi sur le plateau, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci d'être avec nous, Brahim Younsi. Avec nous, Hassan Zahraoui aussi, mais il ne va pas vous parler parce qu'il a encore un petit problème de micro. Hassan Zahraoui, merci d'être avec nous. Merci. Voilà, merci. Alors, et Mahdi Bsikri, journaliste qui va nous rejoindre bientôt. Rida Kazdari, excusez-moi, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez me corriger le nom? J'ai l'impression qu'il y a une petite erreur. Kazdagli. Alors, Kazdagli. Kazdagli, voilà, merci beaucoup. Donc, j'espère que ça va être corrigé. Alors, Monsieur le Président tunisien, Beji Gaïd Sebsi,
est mort, Rabbi Rahmou, ce matin. Nous apprenons par la presse tunisienne. Votre sentiment au sujet de cette disparition? Mon sentiment est pratiquement le même sentiment partagé par tous les Tunisiens, sentiment de tristesse, sentiment de deuil pour la perte d'une personnalité qui, disons, même si on se sent parfois à une certaine distance politique en différence avec lui. Personnellement, je n'ai pas voté pour le président Béji Caïd Essebsi, mais je le respecte dans la différence. On le considère comme étant une personne qui a marqué et qui marquera sûrement dans la mémoire politique et sociale et nationale la Tunisie. C'est une personnalité qui a vécu à deux niveaux, à deux vitesses, l'avant-révolution et l'après-révolution. Il a sa propre conception du pouvoir, il a sa propre conception de la gestion des affaires de l'État, mais il ne manque pas d'intelligence politique qui impose tout le respect de la part de ses adversaires. Nous considérons qu'il est le produit, et là c'est important de le notifier, Béji Caïd Essebsi est le produit d'un système qui donne ses fruits en Tunisie. Un système basé sur la Constitution, un système qui a su dépasser cet événement important en 3 heures de temps seulement, c'est-à-dire entre 10h25 et 14h pratiquement 30, le passage de la présidence a été fait selon la Constitution. La situation dans le pays et selon les déclarations du porte-parole du ministère de l'Intérieur est sous contrôle normal. Donc, ceci ne pouvait être fait que s'il y avait un système qui s'est imposé sur tous les politiques, même si certaines personnes, certains courants politiques ont une appréciation assez différente de la révolution et du printemps tunisien. Ça se passe, on sent qu'en Tunisie, la transition entre l'ancien régime et la République tunisienne d'aujourd'hui s'est faite réellement, non seulement sans douleur, mais de la façon la plus heureuse qui soit, au point où la disparition du chef de l'État, même si elle a choqué de nombreux Tunisiens, même si la nouvelle a été reçue avec beaucoup de tristesse, il n'en demeure pas moins que l'État continue de fonctionner normalement, la sécurité est assurée, il n'y a pas de remous majeur, il n'y a pas de bouleversement, j'allais dire, anormal. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien, mais disons que nous sommes aujourd'hui sous l'effet de l'événement. Mais ceci n'empêche que nous avons des défis à affronter ensemble avec nos différences. Des défis à la fois de sécurité, des défis politiques et des défis aussi constitutionnels. Sur le plan sécuritaire, nous pensons que nous avons toute la responsabilité d'assurer cette sécurité et de faire de sorte qu'aucun événement ne peut intervenir pour créer une tension ou pour nous rappeler un peu le jeudi 27 juin, lorsqu'il y a eu la rumeur de la mort du président Béji Caïd Essebsi, il y a eu 2 attentats, disons 3 attentats, dont un n'a pas fonctionné, alhamdoulilah. Donc, aujourd'hui, aucun événement sécuritaire n'est intervenu. Nous avons la responsabilité de maintenir ceci, surtout que nous entrons dans une phase importante de l'instauration
de système démocratique en Tunisie avec les élections présidentielles et parlementaires. Et c'est dans ce sens, sur un autre registre, nous avons des défis aussi politiques. Politiques dans le sens où nous sommes encore dans un flou au niveau de l'aboutissement de l'amendement du code électoral qui n'a pas été promulgué par feu Beji Caïd Essebsi et qui maintenant est posé sur la table le bureau du nouveau président par intérim, M. Mohamed Nasser, qui doit juger de l'opportunité de le faire promulguer et publier dans le JORT pour qu'il prenne effet ou alors justifier le non-refus pour qu'il n'y ait pas une crise réellement constitutionnelle. Alors, Beji Caïd Essebsi a été un des acteurs principaux de la phase transitionnelle. Il faut dire que ça s'est très bien passé. Et il faut dire aussi, pour ceux qui ne connaissent pas bien le système en Tunisie, l'ancien et la nouvelle République, que l'armée aussi a joué un rôle absolument remarquable, dans le sens où elle s'est interdite de jouer un quelconque rôle, justement, dans la transition démocratique. Effectivement, et ce qui confirme cette vérité, c'est que lundi dernier, le président d'EFA a rencontré le ministre de la Défense, qui a fait un peu le tour de différentes personnalités politiques pour s'inquiéter un peu de la situation en Tunisie et aussi pour peut-être jouer un rôle dont on ne sait pas encore, on n'a aucune information, mais un rôle sûrement important dans le maintien de la situation en Tunisie sur un plan réglementaire, sur un plan constitutionnel et de montrer aussi la volonté de l'armée de rester à l'écart du débat politique et à l'égard des différences politiques, rappelant à cet effet que le ministre de la Défense nationale a fait une déclaration, ça fait 2 jours devant le Parlement, pour dire que je ne suis pas à ce jour concerné pour se présenter aux élections présidentielles. Donc il tient toujours à ce qu'il y ait cet écart entre l'institution militaire et les affaires de l'État. Et ceci a été le garant de la réussite du printemps tunisien. Et nous espérons que l'exemple tunisien soit un exemple modèle pour d'autres pays et que toute transition se passe constitutionnellement, se passe avec une forme de paix sociale, paix politique et aussi un événement qui s'inscrit dans la vie quotidienne du citoyen tunisien, quel qu'il soit ou tel qu'il soit dans un sens politique ou dans un autre sens. Vous êtes donc optimiste, rassuré pour la suite des événements en Tunisie. Ça va se passer de façon très constitutionnelle, très cadrée. Disons que je suis porté sur l'opportunisme avec un souhait que tout Tunisien, moi aussi de ma part, je dois me sentir responsable. J'ai été membre du gouvernement pendant la période 2012-2013 et je me sens responsable avec tous les autres Tunisiens pour travailler à ce qu'il y ait cette instauration de la démocratie en Tunisie et que l'on dépasse nos différends politiques avec paix, avec acceptation et que l'on apprend des expériences plus ou moins douloureuses d'autres pays. Merci Rida Qasdaghli.
Merci d'avoir accepté notre invitation. En espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Merci beaucoup. Alors, nous allons regarder, plutôt visionner ensemble un commentaire fait par notre consoeur Warda Boukhari sur le parcours de l'homme et sur ce tragique événement qu'a été sa disparition. Puis nous recevrons Maître Samir Abdallah, ex-ambassadeur. Tunisienne Beji Gaïd Essebsi est mort ce matin à Tunis à l'âge de 92 ans. L'homme a vécu un parcours politique exceptionnel, d'une richesse peu commune. Issu d'une famille d'agriculteurs, il milite très tôt au Néo de Stour avant de partir en France où il entreprend des études de droit. Leader estudiantin des étudiants musulmans d'Afrique du Nord, il s'engage activement dans la résistance contre la mainmise de la France sur son pays. À la fin de ses études, il commence une carrière d'avocat à Tunis, où il se distingue par son militantisme aux côtés de Bourguiba. Dès l'indépendance de la Tunisie, il est nommé à des fonctions sécuritaires jusqu'à devenir ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Défense, puis député, par la suite ambassadeur en France. À la suite des soubresauts qui ont agité son parti, il en est exclu et connaît des années difficiles avant de réintégrer le gouvernement en 1981, où il occupe des charges de ministre des Affaires étrangères. Il est à nouveau poussé à la démission avant d'être nommé une autre fois ambassadeur en Allemagne. Après le coup d'État médical de 1987 par Zine al-Abidine Ben Ali, qui évince l'Habib Bourguiba, Beji Gaïd Essebsi rallie le RCD. Il est nommé député puis élu président du Parlement. Il quitte de nouveau ses fonctions pour ne revenir aux affaires qu'après la révolution du Jasmin de 2011. Il participe pleinement à la transition où il occupe les fonctions de chef du gouvernement. Il contribue de façon magistrale à la transition démocratique et au processus constituant. En 2012, et en prévision des élections présidentielles, il crée un parti politique, Nida Tunis. Et en 2014, il est élu président de la République tunisienne face au président Monsef Marzouki. Il annonce sa décision de renoncer à se représenter pour les prochaines élections présidentielles qui doivent se tenir le 17 novembre 2019. Avec nous, Maître Samir Abdallah, avocat et ex-ambassadeur. Samir Abdallah, merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Merci. Alors, votre sentiment sur la disparition du président tunisien? Oui, c'est un événement aujourd'hui tragique ressenti par tous les Tunisiens, toutes tendances confondues. Donc, le décès du président Beji Gaïd Essebsi, avec tout ce qu'il représente comme symbole politique, comme symbole historique et même comme symbole affectif. Les Tunisiens se sont sentis aujourd'hui, disons, du moins la majorité, c'est perceptible au niveau des réseaux sociaux, ont pleuré beaucoup plus la disparition d'un président de la République, mais la disparition d'un père spirituel, parce que Beji Gaïd Essebsi, son nom restera intimement lié à la révolution du 14 janvier 2011. Il a présidé le gouvernement transitionnel provisoire d'après la révolution, dans un moment très critique, avec une instabilité politique, des explosions politiques, sociales, syndicats, des grèves, des sit-ins et tout ça. Et donc, il a su quand même réaliser un minimum de stabilité
et de sécurité dans le pays. Puis il a organisé à son actif là les premières élections libres et démocratiques de 2011 qui ont été couronnées par la victoire de la Troïka présidée par le parti islamiste Nahda. Et par la suite, donc il a organisé les élections libres et puis il a organisé pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie une passation pacifique du pouvoir donc à la Troïka, donc dirigée par le parti Nahda. Et par la suite, un deuxième moment historique exceptionnel, c'est sa victoire lors des élections d'octobre 2014, une victoire au niveau des présidentielles et au niveau donc, des législatives. Et il a vaincu l'islam politique démocratiquement et par les urnes et non par les putschs militaires. Dans le monde arabe, c'est la première victoire par les urnes, la première victoire pacifique, démocratique sur donc l'islam. Et justement, Beji Caïd Essebsi a été l'un des artisans, l'un des auteurs principaux de la transition, et il s'était distingué par, j'allais dire, sa tendance alchimiste, puisqu'il a su composer avec des forces qui lui étaient naturellement opposées. Lui, le convaincu, le séculier convaincu, pour ne pas dire le laïc, convaincu, qui avait su composer, négocier avec des forces conservatrices, islamistes, et ça s'est bien passé en Tunisie. On peut même dire que la Tunisie, grâce à lui et à d'autres, est peut-être le seul pays des printemps des peuples qui a réussi sa transition. Oui, dans une certaine mesure, je suis d'accord, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. En octobre 2014, le parti NIDE, qui a été créé à la hâte, à la visite par Beji Caïd Essebsi, était beaucoup plus une machine électorale qu'un parti politique. Il n'y avait pas pratiquement ni de programme politique, ni de programme économique ou social. Et le seul programme, le seul mot d'ordre, c'est l'anti-Nahda, l'anti-islam politique. Et il a donc su, à cet instant historique-là, parce que les progressistes et les laïcs avaient ras-le-bol du règne de Nahda avec donc la propagation du terrorisme, avec deux assassinats politiques majeurs de deux leaders de gauche, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Donc le seul mot d'ordre qui a su convaincre une majorité des Tunisiens, c'est abattre donc Nahda. C'est de cette façon-là que Beji Caïd Essebsi et son parti NIDE Tunis ont gagné les élections présidentielles. Oui, mais ça s'est passé de façon démocratique. Mais par la suite, Beji Caïd Essebsi a voulu jouer la carte de la coalition pour en finir avec ce clivage qui range le paysage politique tunisien, le clivage entre islamistes et progressistes laïcs. Et donc, il a opéré, grâce à son charisme et à son poids historique et politique, une alliance et une réconciliation avec le parti Nahda. Mais les Tunisiens aujourd'hui font le bilan de cette coalition qui a été faite maintenant depuis plus de 4 ans. Ils ne remarquent aucune amélioration des paramètres, des indices ou des chiffres relatifs au pouvoir d'achat, à l'inflation, à la régression, à la chute du dinar par rapport aux devises, par rapport à l'euro ou par rapport au dollar, le chômage et tout ça. Donc, ce qui intéresse le citoyen, c'est que sa situation sociale et économique n'a pas vraiment enregistré même une légère amélioration avec cette donc, coalition, cette alliance entre NIDE Tunis, le parti progressiste laïque, et entre donc l'islam politique
représentée par le parti Nahda. Et cette alliance même a porté préjudice au président Béji qui perd une bonne partie de sa base électorale d'origine et qui a engendré même l'implosion du parti NIDE qui au départ avait gagné au Parlement avec 86 sièges et aujourd'hui, jeudi 25 juillet, il n'en dispose que 10. Et ce chiffre-là explique finalement cette crise qui découle de cette alliance qui ne s'est pas fondée sur les préoccupations immédiates qui intéressent. Oui, mais ça reste une lecture un tant soit peu partisane, j'allais dire. Mais sinon, c'est-à-dire vous avez votre propre conception par rapport à votre mouvance propre, j'imagine. Mais sinon, par rapport à... un bilan, vous pouvez lire les sondages. Maintenant, la montée des forces populistes en Tunisie qui sont attirées soit par la nostalgie à l'ancien régime de Ben Ali ou l'autre populisme qui joue sur la misère et la pauvreté des gens, ce qu'on appelle en Tunisie le populisme anti-système et anti-révolution. Ça s'explique, qui cracole en tête des sondages, explique parfaitement l'échec de cette alliance stratégique entre le parti du président décédé Béji Qaïd Essebsi et le parti Nahda. Donc vous considérez ce genre d'alliance un peu contre nature, un peu contre-productive? Oui, c'est une alliance contre nature. Ce sont deux visions de la société différentes. Moi, je préfère que ce soit Nidé Tounes au pouvoir et Nahda à l'opposition, ou Nahda au pouvoir et Nidé Tounes à l'opposition. Mais deux contraires ont gouverné pendant 5 ans et les chiffres objectifs des institutions indépendantes en Tunisie ou à l'étranger, la Banque mondiale ou l'FMI, certifient et attestent de l'échec de cette alliance. Et donc, vous voyez maintenant l'idée, avec la disparition de son leader fondateur, de son leader historique, n'est que l'ombre de lui-même et ses chances maintenant de gagner dans les prochaines élections. Et justement, au sujet, pour la suite des événements, c'est-à-dire notamment les élections présidentielles et législatives, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que ça va bien se passer, ne serait-ce que sur un plan démocratique? C'est une bonne nouvelle que la Tunisie adresse et lance au monde arabe et à l'ensemble du monde. Voilà un petit pays qui a connu une révolution, où la transition, l'expérience démocratique est la seule qui a réussi dans les pays des révolutions arabes. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas eu de vide institutionnel. Le palais de Carthage n'est pas resté vacant. Quelques heures après le décès de Béji Qaïd Essebsi, dans la matinée d'aujourd'hui, il y a un peu plus que 2 heures d'ici, donc le président du Parlement, M. Mohamed Nasser, a prêté serment et devient donc immédiatement, maintenant il a regagné le palais de Carthage, il devient donc le président de la République par intérim et la Constitution donc limite le mandat du président par intérim de M. Mohamed Nasser à 45 jours au minimum, avec un maximum de 90 jours, qui arrive à terme aux environs du 20 octobre prochain. Et durant ce mandat-là, des élections présidentielles doivent être impérativement organisées. Ça veut dire qu'elles vont être anticipées d'environ un mois. Aux environs du 20 octobre. Elles vont être anticipées, donc, les élections présidentielles d'à peu près un mois. Puisqu'elles doivent se tenir le 17 novembre. Donc l'échéancier initial qui fixait les élections présidentielles au mois de novembre prochain donc sera et les 90 jours qui vont donc aboutir au mois d'octobre, donc les élections vont être un peu anticipées. Exactement, donc anticipées, exactement, c'est le mot. Merci. Voilà, donc les élections auront lieu donc aux environs
du 20 octobre. Et je pense que l'ISI, l'instance indépendante des élections en Tunisie, dans les toutes prochaines heures, va fixer la date exacte des élections présidentielles anticipées et donc ouvrir les délais de candidature, le délai de la campagne électorale pour les candidats aux présidentielles. Et donc la Tunisie se met en route. Et merci. Merci beaucoup. Merci Samir Abdallah, au plaisir de vous revoir dans d'autres émissions. Voilà, mes chers amis, Mahdi Bsikri vient de nous rejoindre. Merci Mahdi d'être avec nous. Merci Hassan Zahraoui, vous n'aviez pas de micro tout à l'heure, vous avez un petit problème. Et pas la profession, Monsieur Zahraoui, sociologue, merci Jamal, oui, et écrivain aussi, voilà. C'est que vous disiez l'autre fois, mais c'est pas grave, ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est ce qu'on va dire, et merci Jamal de ton invitation, d'El Maghrébia. Alors, puisque vous avez la parole, je vous la laisse, au sujet donc de la disparition du président tunisien. C'est une grande tristesse, je tiens donc à rendre hommage à Monsieur Dessebsi Gaïd, donc Monsieur BG Gaïd Dessebsi, voilà, le président de la République tunisienne. C'est un jour de deuil pour la Tunisie, donc mes condoléances déjà à sa famille, les condoléances au peuple tunisien, amis, frères. Donc c'est triste. C'est un grand monsieur, c'était un grand monsieur. Je pense qu'il a beaucoup apporté. Vous parliez, Jamal, de transition. Oui. Réussi. Oui, réussi. Il y a eu une émission faite par une autre télé, pour ne pas la nommer Beurre TV. Ça s'est passé dans la mairie du 20e. J'étais intervenant. J'avais dit que le seul pays du monde arabe qui pouvait s'en sortir, c'était la Tunisie. Pourquoi? Parce qu'ils ont une élite. Ils ont un syndicat fort, sont habitués au débat. Donc, je pense que... Mais ils ont autre chose que vous avez oublié. Les islamistes modérés. Non, autre chose. Autre chose que j'ai oublié. Très, très important. Très, très important. Et si vous donnez votre langue au chat, je vais vous la dire. Allez-y. Une armée républicaine. Voilà. Oui, une armée républicaine. Voilà, une armée républicaine qui s'est interdit de s'immiscer de la moindre petite façon dans le processus constituant, dans le processus démocratique, dans le processus transitionnel. J'aurais dû commencer par là, effectivement. Je lui ai évité de donner sa langue au chat. Ah, oui. Merci. Et donc, comme il a sa langue, il va continuer à nous expliquer. Oui, donc je pense que effectivement, la Tunisie, elle donne un exemple. Il y a eu une transition réussie. C'est même un de mes amis que je salue, donc Kamel Djendoubi, qui avait présidé, que j'ai bien connu à Paris, donc il était dans le mouvement associatif, le titre, et c'était un opposant, un Ben Ali, et c'est lui qui a présidé le comité des élections. Donc ça s'est très bien passé, parce que, bon, bien sûr, il y a des tensions. Généralement, on n'accède pas comme ça, on ne change pas de système, de pouvoir simplement en claquant des doigts. Il a fallu négocier, il a fallu des tensions, mais l'essentiel était que la transition avait été réussie. Ce qui semble être, hélas, très difficile pour nous allons faire des comparaisons. Ouais, Mahdi Bsikri. Condoléances au peuple tunisien. Rabbi ar-Rahmou. Il n'y a que Dieu qui peut décider du sort de l'humain après la mort. Parce que tout à l'heure, on a vu quelques salafistes vraiment ridicules et imbéciles qui souhaitaient l'enfer à bête et méchant. Voilà, donc, nous ne sommes pas à ce niveau. Donc, ici sur Terre, on évoque les choses techniques et politiques et économiques. Et dans l'au-delà, il n'y a que Dieu qui s'occupe de ce qui peut arriver à un humain. Donc, encore une fois, condoléances au peuple tunisien et à la famille de Qaïd Sebsi, qui, entre parenthèses, est d'origine sarde. Enfin, ses ancêtres. Voilà, c'est-à-dire c'est son arrière-grand-père qui est d'origine sarde. Sarde, voilà. Et qui s'est converti à l'islam. Voilà, il a été introduit dans le palais du Bey Monsef, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'un homme politique, que ce soit en Tunisie ou en Algérie ou ailleurs? C'est sa contribution dans la scène politique, économique, culturelle, sportive, enfin. Donc, c'est-à-dire qu'on retient de l'homme les choses positives et négatives, et à partir de là, on établit un bilan. Pour le moment, viendra un jour où, avec le recul, on connaîtra la contribution de Qaïd Sebsi avec les détails et les précisions.
pour le moment, on peut dire que c'était un homme qui a largement contribué à la réussite de la transition politique de la Tunisie. Je ne parle pas du volet économique ou bien du volet socio-économique, qui bien entendu pourrait être traité non pas à la marge, mais, et non pas en second lieu, mais disons dans un chapitre à part. Mais concernant la transition politique de la Tunisie, effectivement, on peut retenir que Qaïd Sebsi a été un homme conciliateur, un homme rassembleur et un homme qui a tout fait pour éviter les clivages et les divergences. Pourquoi? Pour la simple raison que au moment zéro, c'est-à-dire au temps zéro, le plus important était que la Tunisie ne soit pas dans le chaos et qu'il fallait composer avec les partis de Nahda ou bien la tendance de Moussa Marzouki qui est une tendance de gauche arabe. Donc, il ne fallait pas créer de dissension ou bien plus de division. Et il a respecté ce rôle. Et puis, je pense que Qaïd Sebsi, malgré son âge, Allah Ibarak, il était en forme, c'était un bourguibiste convaincu. Il a participé au mouvement national tunisien et il connaissait les rouages du système tunisien. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte d'éviter de frustrer la nouvelle génération de politiques en Tunisie au lendemain de la révolution, entre autres Al-Nahda et entre autres le parti de Moussa Marzouki. Et dans le même sillage, rappeler qu'un changement réussi peut également se faire de manière graduelle. Oui. Ça ne veut pas dire que... C'est ça une transition. C'est ça une transition. Ça ne veut pas dire que la rupture radicale avec le système, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a des préalables et des concessions à ne pas faire. Il y a des préalables à respecter et des concessions à ne pas faire. Mais en même temps, c'est-à-dire que quand on prend la sociologie d'une société et quand on fait de la sociologie politique, il y a des paramètres qu'on doit prendre en considération. Et Qaïd Sebsi, il a été repêché parce que, bon, il ne faut pas oublier que pendant au moins 20 ans, depuis la mort de Bourguiba, c'était la traversée du désert. Il était chez lui. Il a occupé des postes. C'est-à-dire après la mort de Bourguiba. Oui, oui. C'est-à-dire que s'il a été repêché, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que Sir Nouchi, Rachid Rannouchi ou bien Moussa Marzouki n'ont pas utilisé leur veto pour empêcher le retour de Qaïd Sebsi, ce n'était pas pour rien. Donc, pour le moment, ce qu'on peut retenir, en ce qui concerne la transition politique, je ne parle pas de la transition économique, il a contribué positivement et de manière très, très efficace. Brahim Younsi, d'abord l'homme a renoncé à un deuxième mandat. À son âge. Quel que soit... Oui, à son âge. Deux mots. Oui. Je ne vais pas parler de l'homme. D'accord. Ni de la politique tunisienne. D'accord. Bon, je présente mes condoléances à sa famille et au peuple tunisien. Et j'ajouterai ceci, si j'étais tunisien, je n'aurais pas voté pour M. Qaïd Sebsi. J'aurais certainement voté, non pas pour... mais c'est ça la démocratie. Bien évidemment, mais je dis, je n'aurais pas voté pour Qaïd Sebsi. J'aurais voté certainement pour Moussa Marzouki. Est-ce que les élections présidentielles qu'il a remportées étaient... Voilà. Il a été élu démocratiquement. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous lui rendons hommage. Voilà. J'espère que vous n'auriez pas rendu hommage à un dictateur. Certainement pas. Mais Brahim Younsi, nous allons, avant de passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'Algérie, l'armée tunisienne, qui venait d'un système, parmi les systèmes les plus policiers du monde, mais qui ne reposait pas seulement sur la police, qui reposait aussi sur l'armée. L'armée a tout de suite dit, non pas accompagner la transition, protéger les manifestants. Ils ont protégé les manifestants contre la police. Et dès que la société civile s'est constituée, l'armée s'est totalement retirée de la vie politique. Et elle a permis à la Tunisie d'être le seul printemps des peuples qui a pu franchir les écueils de la contre-révolution. Le système tunisien était différent du système algérien de beaucoup. Le système tunisien et le système bourguibien et de Ben Ali avaient comme colonne vertébrale, pour reprendre un mot de chez nous, c'était la police. C'était un régime policier. L'armée a toujours été dans la neutralité, entre guillemets. La police ayant été totalement discréditée, et son chef ou son ex-chef, qui était Ben Ali, a fui le pays.
et dire... Mais Ben Ali qui vient de l'armée. Non, il était chef de la police. Il est général de l'armée. Oui, mais comme chez nous. Un général de l'armée qui est devenu chef de la police. Bon. Et qui lui a raté ça. Et l'armée, en effet, Hassan Zahraoui l'a dit tout à l'heure, l'UGTT a joué un rôle énorme. Elle a stabilisé énormément de choses. L'UGTT, c'est le principal syndicat du pays. C'est le principal syndicat du pays et qui a des ancrages, quelque sorte, très anti-islamiques. Mais peu importe ces ancrages idéologiques. La Tunisie, c'est ça le problème. Mais elle a un ancrage. L'UGTT a un ancrage avoué, affirmé. Il y a toujours des ancrages. Les syndicats ont des ancrages idéologiques, évidemment. Mais l'UGTT a joué de manière admirable la transition démocratique et l'armée a joué aussi cette transition démocratique. Et nous en arrivons à l'Algérie. Alors, les initiatives dites civiles, forums civils, alternatives démocratiques, pleuvent, fleurissent, foisonnent, se suivent et font toutes pchit les unes après les autres. Le problème est que certaines sont soutenues par le régime lui-même, de façon tellement importante, tellement massive, qu'on en arrive à douter de l'intention véritable de ces initiatives. Elles ne sont pas initiées par le régime lui-même. C'est le cas cette fois-ci où Ben Salah reçoit ce qu'on dit aujourd'hui la commission du dialogue. C'est sorti tout de suite là. Il reçoit 6 membres de cette commission. Alors, je vais vous lire quelques extraits parce que... Alors, je ne fais pas partie, Jamal. Comment? Je n'en fais pas partie. Je n'en fais pas partie. Ah, je ne pense pas, non. Ni toi non plus. Alors, on dit des choses et d'autres. Hein. On dit qu'elles ont, que ces membres de la société civile ont été désignés pour représenter donc le mouvement de contestation, le mouvement citoyen, mais on ne sait pas qui les a désignés. Et d'un. De deux, le secrétaire général à la présidence, M. Ben Salah, a donné une interview au Fleuve, qu'on peut résumer en 2 mots. Le seul dialogue possible, pas de négociation, le seul dialogue possible est celui sur les élections à plus bref terme possible. Et l'autre message très fort qui a été repris, y compris par Ben Salah lui-même, le chef d'État, comme il convient de l'appeler, et que l'État, comme il dit, l'État, si tant est qu'il y ait un État, et l'armée, précise, ne joueront aucun rôle. Elles ne sont pas partie prenante des négociations. Pourquoi je mets aussi longtemps pour poser mes questions? C'est pour qu'on comprenne si l'armée, qui est le principal décideur dans ce pays, c'est le principal pouvoir, c'est le pouvoir mis à nu pour la première fois depuis 1962, où l'armée apparaît dans son véritable rôle, celui de maître du pays. Si l'armée n'est pas partie prenante dans un mouvement citoyen qui rassemble des millions d'Algériens qui demandent Sha'bi yurid l'istiqlal, doula madaniya machi askariya, si l'armée n'est pas partie prenante et qu'elle refuse le terme même de transition. Transition est un mot quasiment obscène. Et le chef d'état-major a traité les gens qui parlent de transition de traîtres, de mains étrangères. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu avec qui ces gens-là vont dialoguer, non pas négocier? Pourquoi veulent-ils absolument faire passer les élections présidentielles et seulement les élections présidentielles dans de telles conditions? Et pourquoi pas de transition telle que celle de Tunisie, par exemple? Moi, je classe ces gens-là d'abord. Ce sont des gens qui acclament le tyran qui a vaincu le tyran. Enfin, qui s'est vaincu lui-même ou qui a donné l'impression de s'être élagué lui-même de certaines branches mortes. C'est le peuple qui a vaincu le tyran. Oui. Mais ces gens-là applaudissent, acclament le tyran, qui dit avoir vaincu le tyran. Et qui remplace un tyran par un autre. Et voilà la problématique réelle. Ces gens-là sont des traverseurs de parquet, comme le dit. Ils passent d'un camp à un autre. Certains, nous les avons entendus. Ils étaient avec le peuple. Mais ils étaient dans la révolution. Mais voilà, certains parmi ces gens qui ont été reçus, on va dire leur nom,
semblent très honorables au demeurant, qui n'ont pas joué de rôle au sein des institutions, entre guillemets, au sein des... Vous parlez d'honorabilité, d'honneur, donc. Nous les voyons là, voilà les personnalités. Je ne veux pas leur porter insulte. Oui. Parce que je ne connais pas ces gens-là. Mais Chateaubriand disait, il y a des gens qui n'ont ni honneur ni opinion. Hélas. Parce que le peuple algérien s'est prescrit quelque chose. Il s'est prescrit des devoirs. Gaïd Salah et son environnement, et je n'ose pas impliquer cette équipe, cette compagnie, dans l'environnement, se sont imposés des intérêts. Je crois qu'il y a un problème d'intérêt et pas un problème de devoir. Alors qu'aujourd'hui, dans la Révolution, nous avons un problème de devoir. Mais ces gens-là ont des questions d'intérêt à poser, et seulement des questions d'intérêt. Il me semble que nous sommes, d'un côté, entre le sublime, qu'est la révolution algérienne, celle qui se déroule, et l'odieux. Et l'odieux. Et il est triste de dire, comme le disait Gogol, il y a une grande tristesse à ne pas voir le bien dans le bien. Et le bien, il est où? Il n'est certainement pas dans la présidentielle. Il n'est certainement pas dans la... Il est dans la transition. Permettez-moi de le dire. Oui. Dans la transition. Oui. Et dans la transition. Dans un processus transitionnel. Dans la transition. Il est dans une constituante souveraine du peuple. Il est... Or, depuis... Si nous partons du 22 février, nous entrons dans le 6e mois. Oui. C'est-à-dire que depuis le 22 février, nous aurions pu être déjà dans un processus transitionnel. Absolument. Que nous aurions pu parler de... Parce que veut le peuple? Le peuple veut refonder son État, veut refonder ses institutions. Nous ne sommes pas, à travers une présidentielle, dans la refondation des institutions et de l'État. Permettez-moi de le dire aussi. Depuis 1946, les Algériens ont créé un parti qui s'appelle le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. MTLD. Nous sommes encore dans le combat pour les libertés démocratiques. Et les Algériens ne demandent pas plus que les libertés démocratiques. Qu'ils deviennent, que le peuple devienne citoyen. Le peuple algérien, il cherche la citoyenneté. La séparation des pouvoirs. Oui, mais la citoyenneté. Dans la citoyenneté, vous pouvez tout y mettre. Oui. Il est dans la citoyenneté. Et la citoyenneté, comme l'a défini Aristote, c'est gouverner et être gouverné. Le peuple est prêt à gouverner, mais il est prêt aussi à être gouverné, mais à être gouverné par des gens auxquels il accorde la légitimité. Alors, nous allons citer d'abord le nom de ces personnalités. J'aimerais qu'on affiche leurs photos. Alors, Karim Younes, c'est lui qui doit diriger cette fameuse commission. Hein. Fatiha Ben Ammou, Karim Younes qui a été ministre, qui a été parlementaire. Président de l'Assemblée nationale. Voilà, président de l'Assemblée nationale. Et il me semble que c'était du parti unique. Absolument. Fatiha Ben Ammou, constitutionnaliste assez réputé, qui intervient souvent dans la presse algérienne. Smaïl Lalmas, expert en économie, personnalité très médiatique aussi. Azdine Ben Issa, professeur à l'université de Tlemcen. Lazhari Bouzid, président du comité des droits politiques et civiques au Conseil des droits de l'homme. Et Abdelwahab Ben Jelloul, syndicaliste. Voilà, donc on nous dit de ces gens qu'ils ont été désignés. On ne dit pas par qui. C'est le problème. Voilà. Et qu'ils représenteraient la société civile. Pourquoi faire? Pour restaurer l'ancien régime. C'est à n'y rien comprendre. Moi, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, Zahraoui, j'aimerais que puissions débattre un peu à bâton rompu et que nous fassions des interventions assez courtes. J'aimerais qu'on m'explique une chose, Hassan Zahraoui. Il y a des millions d'Algériens qui sont dans la rue, qui sont en train de dire non aux élections. Ils sont en train de le dire clairement. Et le régime convoque ou désigne des gens, pourquoi? Pour hâter des élections à très court terme. Hassan Zahraoui. Oui, et écoutez, Jamal, bon, j'ai des interventions courtes, je n'ai pas beaucoup parlé, donc je peux parler un peu plus pour essayer de développer, parce que là, c'est très important ce qui se passe. Qui a désigné ces personnalités? Est-ce que c'est le Hirak? Est-ce que c'est le peuple qui les a désignés ou bien on les a désignés?
C'est déjà la façon de désigner, le mode de désignation est fondamental, qui leur donne la légitimité de dialoguer, de représenter, de constituer comité. Qui? Ben Salah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ces personnalités, les membres du panel de personnalités nationales, appelés à mener le dialogue national inclusif. Ouais. Appelés à mener. Qui les a appelés? Mais le problème, Jamal, c'est que qui les a appelés, c'est la question de la légitimité. Or, le Hirak, tant qu'il n'a pas désigné, reconnu des représentants dignes, légitimes, il n'y a pas, on n'avance pas. Il n'y a pas de dialogue possible tant qu'on ignore ce que veut le Hirak, ce que souhaite le Hirak. C'est que, bien sûr, le Hirak met du temps à désigner ses représentants. C'est le problème de fond. Mais pour le moment, on ne porte pas injure à ces personnalités, on ne discute pas de leurs compétences, on ne discute pas de leur intégrité, mais on discute du mode par lequel ils, tout à coup, sont portés devant la scène, devant une scène. C'est un théâtre où le principal acteur est absent, un théâtre de l'étrange. Le principal acteur dans l'histoire, c'est le peuple, c'est le Hirak. Or, le Hirak n'a pas dit qu'il n'a pas donné caution, il n'a pas donné légitimité, il n'a pas donné délégation de pouvoir à ces personnalités, si respectables soient-elles. Moi, je suis comme Younsi, je ne les juge pas, je ne les condamne pas, loin de là, je ne les connais pas. Donc, comment? Mais est-ce qu'elles ne savent pas, ces personnalités, que les manifestations des Algériens exigent le contraire de ce qu'ils sont en train de préconiser? Les Algériens sont en train de dire non aux élections, pas dans les conditions actuelles. Absolument, mais le problème c'est que, Jamal, on l'a dit ici, on l'a répété, le pouvoir veut aller vite, le système. Ils veulent une présidentielle, c'est-à-dire construire la maison par le haut. Quand vous construisez la maison par le haut, vous ne lui donnez pas de fondation, elle s'écroule. Faire une présidentielle par le haut. Ils sont pressés. Vous avez vu ce qu'a déclaré l'ancien l'ambassadeur de France? Il n'a pas déclaré. C'est un rapport confidentiel adressé à sa hiérarchie qui aurait fuité. On ne sait pas si c'est vrai, ça a été rapporté par Maghreb Intelligence, mais l'ambassadeur n'a pas démenti. Ah ben voilà, s'il n'a pas démenti, en tout cas, toujours est-il que moi j'avais toujours dit qu'il n'y a pas que dans cette histoire, il y a le Hirak, le peuple, qui est dans la rue tous les vendredis. Et il fait l'apprentissage du vivre ensemble, il fait l'apprentissage de la nation, il fait l'apprentissage de la citoyenneté, de la démocratie depuis 6 mois. Ils discutent, ils se parlent. Le peuple algérien, de quelque région qu'il soit, eh bien, se sont dans la même direction. Ils sont portés par un mouvement extraordinaire. Hier encore, une passante, on peut appeler ça de façon poétique une passante, à la sortie du métro, qui cherchait sa rue. Et puis elle me dit, je dis, écoutez, moi il fait très chaud, demain il va faire 44, je dois aller dans une telle, elle m'a dit, elle s'appelle comment? J'ai dit Al-Maralibiya. Elle m'a dit, mais pour parler de quoi? J'ai dit, mais de ce qui se passe en Algérie. Elle m'a dit, fabuleux, une véritable révolution. Donc c'est une révolution. Il ne faut pas qu'on la laisse avorter. Si on me disait, on t'appelait Jamal, je pense aussi, notre ami à côté, la première des choses, c'est de dire qu'en pense le Hirak. Est-ce que le Hirak est d'accord pour que nous soyons des représentants légitimes? J'insiste. Or, dans cette histoire, eux, ils sont pressés. Ils veulent absolument aller à la présidentielle. On les a chargés de préparer tout le rail, tout le chemin de fer qui doit mener vers les élections. Oui. Mais Mahdi. Je finis juste pour dire que dans cette histoire, il n'y a pas qu'un acteur. Il y a le Hirak. Je l'ai toujours dit. Le Hirak qui doit marcher demain. Demain, c'est vendredi. Il va continuer de marcher. C'est le 23e vendredi. Et il marchera, Jamal, et il sortira encore aussi nombreux, si ce n'est plus nombreux. Pour apporter une autre réponse à chaque fois. Une autre réponse à chaque fois. Il est là, il continuera. Bon, il y a le Hirak, il y a l'état-major représenté par Gaïd Salah, l'armée, l'ANP. Oui. Mais il y a tous les acteurs que j'appelle invisibles, qui sont en train de tirer les fils pour savoir, parce que la démocratie, l'avènement de la démocratie, contrairement à la Tunisie, qui est un petit pays, gêne beaucoup, dérange beaucoup d'États qui ont des intérêts majeurs en Algérie. Mahdi Bsikri, avant d'arriver à ce sujet, tout le monde parle de préalable. C'est un peu comme si on leur offrait quelque chose avec laquelle ils se servent pour convaincre. Je vais vous rappeler quelque chose très vite. Israël, par exemple. Israël, quand il veut obtenir quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête 600 personnes. Et puis, les autres arrivent en face. Ils disent, oui, d'accord, on va négocier, mais un préalable. Il faut libérer les 600 personnes.
Il négocie, puis il libère 200 ou 300 ou 600, quitte à les arrêter par la suite. C'est un peu comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ils procèdent à des arrestations, ils empêchent les gens de manifester et tout, et on arrive, on leur dit « Ah, d'abord les préalables, libérer les détenus politiques ». Ça veut dire que c'est de la matière toute prête. Ou pire que ça. Alors qu'en préalable, tenez-vous bien, il y a aussi l'indépendance de la justice. Comme si l'indépendance de la justice pouvait être un préalable qui peut être réglé en 5 minutes. Alors que c'est un processus qui prendrait des années. Ceci étant dit, Mehdi Bsikri, il n'y a aucun doute sur la question. La rue, pour l'appeler ainsi, c'est-à-dire les manifestations du mouvement citoyen, sont très clairs. Les slogans sont très clairs. Ils sont en train de dire d'où la Madaniya Meshi Askaria, ils sont en train de dire Tarh Louga, ils sont en train de dire Nourid l'Istiqlal. Et les gens qui se disent représentants de la société civile arrivent pour discuter des élections présidentielles à très court terme. Alors, juste pour ne pas oublier, je commencerai par les slogans qui sont soulevés depuis le 22 février. En fait, les slogans, il suffit juste de les traduire politiquement. Et là, on aura devant nous de véritables textes pour une refondation constitutionnelle et institutionnelle pour l'émergence d'un nouvel État. C'est un programme en soi. Effectivement. Deuxièmement, moi, je finis par croire que les arrestations de militants, soit pour leur opinion, je pense que c'est finalement une prise d'otage. Pourquoi ? C'est-à-dire que demander leur libération, c'est une sorte de monnaie d'échange. C'est comme... c'est une sorte de... C'est-à-dire demander la libération et en retour, on vous donne ces... On accepte les élections présidentielles en échange de la libération en fait, des gens que vous avez arrêtés. En fait, ce n'est plus un jeu d'échecs, c'est un jeu de dames qui est vulgaire. Troisièmement, moi, je vous le dis sincèrement, moi je condamne et je dénonce cette consultation avec Ben Saleh de ces personnages. Moi, je n'hésite pas à le dire. Je juge, je suis dans le jugement, je condamne et je dénonce. Pourquoi ? Parce que... non, s'il vous plaît, je termine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut discuter, mais tu reprends la parole. Non, parce que, sincèrement, parce que moi, j'estime que, sincèrement... C'est-à-dire comme le coup d'État de 1900... Mais allez, c'est pas... Ouais. Non, bon, je vous laisse parler. Non, mais ça ne fait rien, ça. Non, on échange. Non, d'habitude, on échange. Et après, vous reprenez la parole, c'est pas grave. Allez-y. Non, allez-y. Allez, chemin, on va pas... Ne perdez pas de temps, l'un de vous deux prend la parole. Alors, Brahim Younsi. Parmi les préalables, la libération des détenus politiques. Des détenus, des manifestants qui sont exprimés politiquement. Donc, c'est des détenus politiques. Qu'est-ce qu'il a dit, Gaïd Saleh? Il a traité de traîtres, là aussi, ceux qui l'accusent d'instrumenter la justice. Il dit que la justice est indépendante. Or, maintenant, que nous dit M. Ben Saleh? Qu'il va examiner cette demande, ce préalable, et qu'il va demander à la justice de libérer ces... Vous ne voyez pas une contradiction quelque part? Mais bien entendu. Mais bien entendu, ouais. Ils ont toujours été dans la contradiction. Et ces préalables, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des prétextes. Ouais. Ce sont des simples prétextes. Et Hassan Zahraoui a raison de dire que la révolution n'est pas dans les modalités de représentation. La révolution est encore dans des modalités de légitimation. Oui, tout à fait. Et quelle est la légitimité de ceux qui, aujourd'hui, rencontrent et veulent parler au nom de la Révolution? Quelle est leur légitimité? Or, il faut dire où se situe le peuple et ce que le peuple veut. Qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple est dans le régicide. Il n'est pas dans le suicide que représente la présidentielle. Parce que la présidentielle, c'est un suicide. C'est trucider la révolution, une révolution sublime. Et que pensez-vous de ce rapport attribué à juste titre ou faussement à l'ambassadeur de France qui parle d'élections, qui dit que la France est très attachée à des élections présidentielles à très court terme,
sous risque d'une déflagration très violente ou quelque chose dans le genre. Non seulement il rejoint la position très obstinée du chef d'état-major, il en fait même trop. J'allais dire c'est plus gaïdiste que Gaïd Salah lui-même. Oui, mais est-ce que la position à la fois de Gaïd Salah, de ceux qui vont à la présidentielle, y compris ce panel, ne sont pas dictés par l'extérieur? Oui, mais c'est pour ça que je dis les acteurs invisibles. Absolument, Ah oui. absolument. Il faut croire que le fait que Gaïd Salah tienne Quel absolument... serait leur bénéfice, les puissances étrangères, de faire flamber la rue? Parce que si nous allons vers des présidentielles, rien ne dit que ça ne pourrait pas dégénérer. C'est vrai. Ça va à contresens des aspirations de la rue. Mais cela veut dire tout simplement que l'armée tiendra la société, interviendra, et elle le fait, à chaque fois que quelqu'un s'exprime et dit le slogan Doula Madania, Machi Doula Askaria, on le met en prison, on l'arrête. Oui. On l'arrête. Je crois que l'armée a reçu, le chef d'état-major, pas dire l'armée, le chef d'état-major, les responsables de notre armée ont reçu des instructions de l'extérieur. Du moins un feu vert. Oui, non, je pense que des instructions. Il ne faut pas. Des instructions pour aller. C'est grave à la si c'est le cas, si l'état-major fonctionne à l'injonction étrangère. Si ce que nous lisons, si ce rapport confidentiel est confirmé, cela est très grave. Et cela veut dire qu'il y a une connivence entre les puissances occidentales et le fait que l'ambassadeur n'ait pas démenti, vous pensez oui, que ça démenti, peut être éloquent, significatif? Absolument. Surtout quand c'est aussi grave. Absolument. Alors, Mahdi Bsikri nous a quittés, c'est un peu énervé, c'est dommage, mais ça il n'y avait pas fait de quoi, rien. sincèrement. Oui. Oui. Il avait pensé que vous l'avez interrompu alors que vous vouliez échanger. Ce n'est pas grave, espérons que... Je voulais compléter quelque chose, mais... espérons qu'il reviendra de meilleurs sentiments. C'est une crise de jeunesse. Pour ça, ce Mahdi Bsikri est très sage, très pondéré. Je ne le connais pas. C'est dommage. Oui. Alors, Hassan Zahraoui, les gens en sont arrivés à ne plus comprendre, surtout les observateurs étrangers. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? D'un côté, il y a tout un peuple qui est dans la rue. Ce sont des millions. Les étudiants marchent chaque vendredi avec les mêmes slogans. Les gens se passent des slogans par Internet vendredi. Dès qu'un slogan intéressant est prononcé à l'ouest, il est repris à l'est, au centre. C'est rentré dans les mœurs, j'allais dire, militantes. Il y a une homogénéité dans la revendication. Au point où il n'y a pas de leader. Oui, mais il y a une homogénéité dans les revendications, la revendication fondamentale. Et il y a une homogénéité dans la solution, qui n'est pas celle que porte ce panel. Que porte ce régime. Alors, je vous disais que les observateurs étrangers, moi je les rencontre ici de temps en temps en France, on en parle, ils ne comprennent pas. À tel point qu'ils pensent que nous exagérons. Ils nous disent non, il y a quelque chose qui manque, ça ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas compris que le peuple, il est sorti dans la rue, il a des objectifs. Non, ils ont compris, ils voient, mais ils ne comprennent pas qu'il a des objectifs, qu'il a des objectifs et pour le moment, il n'a pas obtenu satisfaction, loin de là. Aucun, à part la démission de Bouteflika, remplacée par Gaïd Salah, le chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, parce qu'il faut respecter sa fonction, il n'y a pas de changement véritable. Le gouvernement bedoui fonctionne, Ben Salah est à la présidence, par intérim. Où est le changement que demande le peuple? Le peuple, il est clair dans ses revendications. Il a dit Nhaouga. Bon, on peut discuter le mot Nhaouga. Nhaouga, c'est vous dégagerez tous. Oui, tous. Où ça commence, le système, où finit le système. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il est très clair. Il veut une transition démocratique. Une période de transition. On ne peut pas faire un changement rapide, trop rapide. Tout changement rapide, je l'ai dit, je le redis, je le redirai s'il le faut, et les gens m'arrêtent dans la rue pour dire qu'ils sont d'accord sur ça, je le dis, je le redis, le temps court va contre le peuple. Il joue contre le Hirak. Or, du côté du pouvoir, on veut le temps court.
On veut régler le problème. Mais le temps court pour des présidentielles. Oui, bien sûr. Pour pouvoir garder le pouvoir. Oui, le temps court. Mais Jamal, bien sûr, ça c'est presque de l'implicite. Alors, on a l'impression d'assister à un dialogue de sourds. Or, les sourds ne peuvent pas dialoguer. Moi, je ne comprends pas. Quand on dit le dialogue en langage sourd-muet. Oui, tout ça, sourd-muet. Mais on dirait que du côté du pouvoir, du système, ils n'ont pas compris contre un peuple. Qui peut gouverner contre un peuple? Quel est le gouvernement au monde? Le plus grand des dictateurs, si tout son peuple se lève, il est obligé de céder la place. Il est obligé de partir. Les pays de l'Est, la Securitat, qui est-ce qui était plus puissant que la Securitat? Avec la poussée du peuple, ils ont fini par partir, ces dictateurs, Ceausescu et compagnie, et toute la clique des dictateurs qu'il y avait à l'époque. En Amérique latine, il y avait des dictatures, mais on disait jamais on s'en sortirait. En Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud. Mais en Algérie, on ne peut même pas parler de dictature de cette manière-là, mais n'empêche que le peuple est sorti, il demande quoi? Déjà, la constituante, il faut d'abord qu'il y ait un comité national de transition avec un comité de vigilance qui surveille le comité national de transition et des rédacteurs d'une constitution qui sera soumise à référendum au peuple. C'est seulement après une constituante, une assemblée nationale et les présidentielles, c'est la fin. On construit la maison en partant par le bas, par les fondations, et non pas par le haut. En fait, et je poserai la même question à Brahim Younsi. En fait, la plupart des Algériens maintenant envisagent la transition de façon très simple. Oui, j'allais dire presque très simpliste. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, pourquoi tous ces chichis, ces préalables? Nous, on demande deux choses. D'abord, que le mot négociation remplace le mot dialogue, parce que c'est une question de négociation entre deux parties. La partie peuple, avec l'autre partie qui est de l'autre côté de la table, qui devrait être les chefs de l'armée. Parce que ce sont eux la principale partie prenante dans le régime. Alors ils disent, nous voulons deux mots. Négociation et l'état-major partie prenante pour négocier avec les représentants du peuple. Or, on nous bassine avec des tas de détails, de préalables, pour finalement revenir à une chose très simple, qui est la tenue des élections présidentielles et seulement la tenue des élections présidentielles, au point où le mot transition est devenu un gros mot. Alors que c'est le... Banni. C'est un tabou. Alors que la transition, c'est la seule possibilité qui reste offerte pour sortir de la crise. Mais pourquoi ils refusent la transition? Ils refusent la transition parce que la transition signifie, Jamal, quand même des profonds changements. Peut-être pas dans l'immédiat, mais sur la durée. Justement, s'ils étaient intelligents, ils seraient dit, la transition peut prendre 5 ans, 6 ans, ça nous permettrait de partir doucement, ça nous permettrait de demander des garanties, donc nous allons nous mettre d'un côté de la table, c'est nous qui avons le pouvoir, nous allons le rendre par petits morceaux, et en garantissant notre retrait de façon stratégique, qui puisse nous garantir la tranquillité. Ça aurait été mieux pour eux, plutôt que cette attitude suicidaire. La transition fait peur, parce que la transition veut dire l'avènement d'une démocratie, l'instauration d'une république, l'édification d'un État de droit, donc, où les pouvoirs à la Montesquieu, donc le judiciaire, le Parlement, l'exécutif et le législatif seront séparés. Voilà, donc là, la séparation des pouvoirs. À partir de ce moment-là, une justice indépendante, des députés élus. Tout le reste de la transition, c'est pour mener à l'idéal. À l'idéal, non, même si cet idéal va mettre du temps. Absolument. Oui, mais ce peuple, il n'a pas dit comme ça, venez nous faire... tout de suite. Oui, tout de suite, un État démocratique. Il leur dit Nhaouga, c'est-à-dire que tout progressivement. Mais on voit, Jamal, comment, quand on lit tous les jours, on voit sur Internet, et ceci dit, je ne sais pas si c'est Gaïd Salah qui décide de mettre en prison tous ces gens. Moi, je me révolte contre je le dis ici, contre le maintien en détention de Issa Drabra parce qu'il est malade, parce que c'est un monsieur qui a créé, quel que soit ce qu'on lui reproche. C'est un créateur d'entreprise, c'est quelqu'un qui apporte des richesses à l'Algérie, il crée des emplois, etc. Mais bon. Mais il y a beaucoup plus immense, c'est l'Akhdar Borga. Oui, l'Akhdar Borga qui lui n'a pas pris un centime.
Jamal, et qui est en prison. Vous faites bien Et, d'en et parler. qui est d'une honnêteté absolument... Avant de venir à l'émission, j'ai dit je commencerai par lui parce que j'ai eu la chance de le connaître. Parce que parler de l'avoir rencontré à Arab Paris. seulement, Ouais. moi, ça me non, semble non, non, un peu, non, 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 c'est lui qui passe avant. Ouais, C'est ouais. lui qui passe avant parce qu'il a donné, mais il ne passe pas, il n'y a pas d'avant, d'après. Je dis, il y a des personnes qui méritent, qui sont à leur place, El Haraj. Et moi, je ne vais pas, les défendre. Et il y a moi, je dirais que tous, autant qu'ils sont, devraient être à la barre des accusés devant une vraie justice. Oui, oui, tout à fait. Et que celui qui a fait paye. Monsieur mais celui Bougaha qui n'a pas fait, Monsieur Bougaha n'a rien fait. J'ai eu la chance de le rencontrer. Ouais. C'est un monsieur. Il m'a raconté un peu de la période de la lutte où il était engagé, etc. Je l'ai rencontré à Paris, dans le 20e arrondissement. J'ai eu cette chance. Je devais le revoir à Alger. Je ne l'ai pas revu, l'occasion, etc. Oui. Mais ce monsieur doit être libéré impérativement. Impérativement. Et donc, le problème maintenant, alors, on met des gens en prison. Parce qu'ils expriment des opinions. Et ils deviennent des préalables qu'on utilise comme monnaie d'échange pour arriver à des choses absolument incroyables. Oui, mais Brahim Younsi, on va dire la même question. Négociation. Pourquoi ce pouvoir refuse absolument le mot négociation? Pourquoi refuse-t-il de s'envisager, lui, qui est la principale partie prenante, qui refuse de s'envisager sous cet angle-là et qui veut s'imposer comme arbitre de la situation? Ah oui, mais justement. Pourquoi? Parce qu'il est extra-constitutionnel. Ouais. Il est au-dessus de... Et qui parle de la Constitution en même temps. Oui, mais il est au-dessus de tout le monde. On ne sait pas qui doit discuter avec qui. Voilà. Qui doit dialoguer avec qui. On ne le sait pas. J'ai lu votre papier tout à l'heure. Même la présidence ne discute pas. Oui. Qui discute avec qui? Nous sommes dans le flou le plus total. Ils l'ont dit une fois, je m'excuse de vous interrompre. Ils ont dit papoter entre vous, dialoguer entre vous, et après on verra ce que vous aurez discuté, on verra ce qui est bon à prendre. Tout à fait. C'est aussi clair que ça. La question est la suivante. De mon point de vue, le peuple est dans le politique. Absolument. Et dans le politique, dans son sens le plus noble, le plus honorable. Ce panel, et ceux qui soutiennent ce panel et qui ont soutenu d'autres, les forums civils, etc., sont dans le micro-politique. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'insignifiance. Oui. Et on le voit, ils sont dans l'insignifiance. C'est pour la raison pour laquelle discuter entre eux. Ils sont dans l'insignifiance, dans le sens qu'on lui donne, je sais que Zahraoui connaît ses travaux, de Castoriadis. C'est l'insignifiance de Castoriadis. C'est-à-dire, faites ce que vous voulez. C'est le colosse qui se cache derrière son doigt. Tout à fait. Faites, discutez entre vous, et puis nous déciderons, nous prendrons ce que nous voudrons prendre, nous rejetterons ce que nous voudrons rejeter. Et ils ne craignent pas que cela ne finisse par mener à la violence, à Dieu ne plaise? Je crois que le peuple ne veut pas de la violence. Non. Le peuple, la révolution ne veut pas de la violence. Ou du moins à une montée en cadence de la résistance pour aller vers la désobéissance civile, pour aller à des mouvements de grève. Cette question-là se pose, la désobéissance civile, ce n'est pas la violence. Oui. C'est le moyen le plus pacifique de résistance. Tout à fait, tout à fait. La question est de se dire, qu'est-ce que ce pouvoir veut vraiment? Qu'est-ce qu'il veut? Justement, qu'est-ce qu'il veut-il en venir? Ce pouvoir n'est pas stupide, loin s'en faut. Au contraire, c'est un roublard. Il est incompétent, il est vrai, dans tout ce qu'il entreprend, mais s'il s'est maintenu la tête... Le philosophe français Alain disait la ruse des gouvernants est plus vieille que le monde. Oui, la ruse, pas l'intelligence. Non, la ruse des gouvernants est aussi vieille que le monde. Oui. Cela veut dire que... oui, absolument. Vous m'avez raconté une anecdote, on discute entre amis. Vous m'avez rappelé... Bekri, dans nos campagnes en Algérie, les poulaillers avant, ils étaient mis dehors, en dehors de la maison. Si les gens n'avaient pas des fermes, ils avaient des maisons, ils avaient tous des poules. Alors, des poules avec zeriba, avec un enclos en épines généralement. Ils ont fermé les poules dedans pour qu'elles ne soient pas mangées par les renards, par les chacals. Alors, quand le renard arrive, le chacal, il est malin, il est intelligent, plus que rusé. Qu'est-ce qu'il fait le renard? Il creuse un petit trou sous les épines, la zariba, et puis il rentre, et puis il
il choisit la poule qu'il va prendre, et puis il revient et il recreuse le trou, parce qu'il calcule la poule quand il aura entre les dents, il faut qu'il passe tous les deux. Et après, il saute d'un seul bond, il prend la poule et il se sauve. Les poules ont à peine le temps de commencer à piailler, que lui, il est déjà loin. Quand le paysan arrive avec sa fourche, il est déjà loin. Mais Nems, le furet arrive. Lui, il est tout mince. Hein. Il creuse un petit peu, il rentre. Et il regarde les poules. Il ne fait pas le calcul qu'il va prendre une poule qui est plus grosse que lui, qui ne peut pas passer. Donc le trou, il ne pourra pas passer quand il prendra la poule. Alors quand il voit les poules, il ne se contente pas d'une poule. Il massacre tous les poulaillers. Il massacre toutes les poules qui se mettent à piailler. Et le paysan, il a largement le temps d'arriver. L'autre est en train de saigner tout le poulailler. Il le trouve dedans. Quand il veut se sauver, il a un poulet dans la gueule. Il ne veut pas s'en débarrasser, ça veut dire qu'il ne peut pas passer. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait le paysan? À coup de fourche, il le tue. Et c'est tout le monde qui perd. Les poulets sont morts, sont saignés, et le furet est mort. Et le paysan est perdant. C'est un peu comme ce régime. Puisque vous parlez de ruse. Oui. Les anecdotes, pardon. Oui, après, on dira à notre ami Brahim. Moi et Brahim, on se respecte tellement qu'il n'y a pas de souci. Alors, il y a une autre. Les anecdotes sont sociologiquement très significatives. Bien sûr. Comment? Et une autre anecdote. Alors, c'est un renard qui va vers le poulailler. Alors, il essaye d'accéder, il n'arrive pas. Alors, toute la nuit, il tape. Alors il dit, vous m'avez empêché de manger, mais ma parole, vous ne serez pas tranquille toute la nuit. Je vous empêcherai de dormir. Et c'est très important, c'est ce que le peuple fait maintenant. Il dit, vous voulez pas écouter, vous ne voulez pas entendre, eh bien on continue. Brahim Younsi, pourquoi ce régime ne peut-il pas envisager de façon intelligente de négocier lui-même, de se mettre d'un côté de la table et de garantir sa propre, j'allais dire, son retrait dans la quiétude, sans être inquiété à la limite. Et puis, il sait très bien, ce régime, que s'il va vers une vraie transition, vers une vraie négociation, il a du temps, il ne va pas partir demain. Pourquoi n'a-t-il pas la capacité de voir les choses comme ça, avec une certaine hauteur? Vous parliez tout à l'heure de justice. Oui. Je crois que ce régime, ce pouvoir, s'est piégé lui-même. S'est piégé lui-même précisément parce qu'il a mis beaucoup de monde en prison. S'il négocie, qu'est-ce qu'il va négocier? Il va négocier son immunité. Oui, à la limite. Et puis la durée de la transition. Oui, mais il peut faire traîner. Si l'essentiel pour lui, c'est négocier son immunité. Les gens qui représenteraient légitimement la révolution lui accorderaient l'immunité. Mais accorder l'immunité aux uns et ne pas l'accorder aux autres, ça poserait problème. Ça pose problème. Et c'est d'une certaine manière, il s'est piégé, il nous a d'une certaine manière piégés nous-mêmes. Parce qu'il a mis tant de monde en prison. Il dit, je lutte contre le Fassad, alors qu'il faut le dire, le Fassad est encore au pouvoir. Et comment? Le Fassad est encore au pouvoir. C'est-à-dire, ce pouvoir, nous allons lui pardonner, nous allons lui donner une immunité, tu t'en vas, et nous effaçons l'ardoise. Mais pour ceux qui sont aujourd'hui en prison, qu'allons-nous faire? Nous allons leur ouvrir les portes des prisons. Alors demain, 23e vendredi du mouvement citoyen, il y a une très forte chaleur en Algérie, c'est la canicule. Certaines personnes se posent des questions. Est-ce que demain aussi, les Algériens pourront apporter une réponse forte à ce qui est en train de se tramer contre eux? Moi, Jamal, j'y crois. J'y crois fortement. Je suis le mouvement de très près. Je suis les commentaires sur les réseaux sociaux. J'essaie de comprendre, bien sûr, de mon modeste point de vue. J'essaie d'analyser. J'ai compris une chose, on l'a dit, je le redis, ce mouvement, il est déterminé. Ce mouvement, il est unitaire et il sait que la moindre faille dans son unité, c'est sa mort. Et il va continuer. Il a son dynamisme. Il est dans une dynamique, personne ne peut l'arrêter. Bien sûr, il faut quand même, Jamal, savoir raison garder. Jusqu'à maintenant, même du côté des autorités, il n'y a pas eu trop de violence. Bon, il y a bien sûr ces arrestations arbitraires qu'on peut dénoncer, etc. La contre-révolution, qu'on dénonce, on ne peut pas qu'on peut... Oui, voilà. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a quand même pas eu de bain de sang, il n'y a pas eu de violence. Ça s'est passé. Pourquoi? Le peuple, quand on a essayé d'enlever les drapeaux berbères, qu'est-ce qu'ils ont fait, les manifestants? L'intelligence populaire du peuple, le génie populaire, on appelle ça.
Et là, les policiers s'approchent des drapeaux et disent « Allez, prends-les tous !» Au lieu, parce qu'ils peuvent écraser les policiers, ils sont nombreux. Qui peut résister à 20 millions? Une fois Reuters avait fait par drone 17 millions. Et là, quand on enlève les bébés, quand on enlève les vieillards, entre guillemets, parce que je n'aime pas ce mot, mais disons les personnes âgées, très âgées, qui ne peuvent pas se déplacer, quand on enlève les mamans qui gardent les bébés, eh ben c'est tout le peuple algérien. Quasiment tout le corps électoral. Oui, tout le corps, plus que le corps électoral, ceux qui ne votent pas, les enfants, les adolescents, tout le monde a décidé de marcher jusqu'à l'avènement d'une nouvelle république, d'une nouvelle démocratie. Donc, je pense que canicule. On a parié sur le ramadan, on a dit ça y est, ça va s'essouffler. S'essouffler. On a dit maintenant les vacances. Eh ben non, les vacances. La chaleur. La chaleur. Rien n'a. La répression. La répression. Le blocage de la capitale. Absolument. Mais il y a tous les stratagèmes. Même Borja et Orange, ils sont en train de bloquer l'accès chaque vendredi pour empêcher ces massifs. Ils peuvent même bloquer l'entrée de l'Algérie aux Algériens. Ils sont en train de retirer les tifos. Voilà. Mais ils peuvent bloquer l'Algérie aux Algériens, Jamal. Ça n'empêche pas que les Algériens vont rentrer en Algérie. Si l'émission arrive à sa fin, je voudrais quand même dire deux choses. Je voudrais d'abord féliciter l'équipe nationale de football et je voudrais dire quand même mes condoléances à la famille Zidane. Parce que Farid, je sais que le père qui est un ami, tenait beaucoup. Et Farid, l'équipe nationale que je félicite, et le frère aîné, était très très fan de l'équipe nationale. Il avait fait son service militaire. Donc mes sincères condoléances à toute sa famille, pour la famille. Et surtout, on salue le peuple algérien et tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui te regardent. Brahim Younsi, le mot de la fin. Et mon ami Brahim. Merci. Brahim Younsi, demain... D'après vous, il y aura une forte réponse, malgré la canicule. Je le pense. Saint-Just disait, faire la révolution à moitié, c'est creuser son tombeau. Les Algériens le savent, je ne leur apprends rien. Je ne leur apprends rien. Nous sommes, absolument, nous sommes dans la contre-révolution, mais qui échoue. Elle est en train d'échouer. Ce panel-là, c'est l'échec de la contre-révolution. Vous pensez qu'il frappe shit comme les autres? La preuve en est. C'est l'échec de la révolution, de la contre-révolution. De la contre-révolution. Le problème du pouvoir, c'est que je crois qu'il est, pardonnez-moi pour ce que je vais dire, et que le téléspectateur me pardonne pour ce que je vais dire. J'ai l'impression que le pouvoir est entouré de nuques cérébraux, comme dit un de mes amis. Quelle formule. Brahim Younsi, merci. Hassan Zahraoui, merci. Mahdi Bsikri, merci, même s'il nous a quittés sur un coup de sang. Désolé pour cet incident. Oui. Mahdi Bsikri, c'est un gentil gars. Ajouter quelque chose et désolé, peut-être je me dis que ce n'était pas respectueux du débat. J'espère qu'il est encore dans les parages, comme ça on va prendre un café oui, ensemble. Oui, et puis merci Samir Abdallah, merci Rida Qasdaghli. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa la khair, bislama. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين الحجار معون نورية التعليم والتربية هردتهم الاثنين وتخلط في الهوية تاع الجزائريين عبد الملك سلالو في التبهليل شحال حلالو يهضر ما تفهم والو تشكشوكا بالرجلين خلص الدور ديالو روح تبيع السردين شوفوا ذاك العار متبهدل تحت جار بعث الطالع من الدار وحرانا غلقين بعد يومين الغى القرار قالهم كنا خبطين الله يستر
عمري صالنا في الراية معاه نسى تعيش هنايا الزوالي مسكين مع الياغورت عنده حكاية ونشد طامين قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراوين حرونا من الاستبداد الثروة وينها يا عباد كلوها المشرارين ربراب وحداد وطماعين اخرين يا كوريا الشمالية كيم جون اون دير مزية شوف من هذه الناحية ضرب الشياطين وجوه الميزيرية هذوك الضبالين طلعت فيه شميسة المحبة في القلوب مغروسة الشعب قلاني الخامسة كلهم متحدين رجال شيوخ طفل ونساء قالوا ما ناش ساكتين جيش وشرطة في الميدان بالحب هدا ولكم الأمان بالسلمية عطيت البرهان بالورد والياسمين شرفتونا يا الإخوان الله يحفظهم العين